Elle est écrivain, linguiste, psychanalyste, professeur émérite à l'université Paris 7 Diderot et membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris. C'est l'une des intellectuelles françaises les plus connues au monde. Docteur honoris causa de plusieurs universités, notamment aux États-Unis, au Canada et en Europe. Elle a également obtenu l'équivalent du prix Nobel pour les sciences humaines. Ça s'appelle le prix Holberg, c'était en 2004. Le prix Hannah Arendt en 2006, le prix Clavavel en 2008, n'en jetez plus. Elle est également l'auteure d'une trentaine d'ouvrages, dont l'un dont nous parlerons plus particulièrement, qui s'appelle Thérèse, mon amour, et qui est dédié à Thérèse d'Avila. J'ai le grand plaisir de recevoir dans cette émission VIP Julia Kristeva. Bonjour. Bonjour. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons Jean-Pierre Denis, qu'on connaît surtout comme le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, mais que nous découvrirons cette fois-ci en tant que poète. Et oui, mais d'abord, nous allons démarrer cette émission avec vous, Julia. En fait, cette émission, ça va être un portrait croisé aussi de deux femmes, celle que vous êtes, et puis cette rencontre avec Thérèse, rencontre importante au point d'appeler votre livre quand même « Thérèse, mon amour ». C'est une déclaration d'emblée. Oui, c'est un de mes étudiants qui est une personnalité remarquable, qui dirige maintenant Bayard Presse, ou une partie de Bayard Presse, et qui a fait une étude magnifique sur l'expérience spirituelle chez Kafka, chez Dostoïevski et Proust. Et qui un jour m'a appelé pour me dire qu'il voulait faire un petit livre sur un des grands maîtres à penser de l'Occident. On a un peu hésité. Je vais proposer Anne Comnène, qui est la femme qui est au début de l'histoire contemporaine du féminisme, si on peut dire, parce que c'est la première historienne du monde, qui a écrit sur les croisades. Puis il m'a dit non, personne ne la connaît. Pourquoi pas Thérèse d'Avila? Je dis mais je ne connais que la statue et Bernin. Lisez, me dit mon ami Boyer, et depuis je n'arrête pas. Donc j'ai décidé que Thérèse est ma colocatrice, que je me suis enfermée avec elle pendant 10 ans. Et j'ai rompu mon contrat avec Bayard parce que ça ne pouvait pas être un petit livre qui applique des concepts analytiques sur son expérience. Mais j'ai voulu la présenter au monde catholique, figurez-vous, parce que je me suis rendu compte qu'on ne la connaissait pas. On la connaît très mal. Vous avez raison, on connaît la petite Thérèse de Lisieux. On me dit, mais c'est la petite Thérèse. Bien sûr. Voilà. Mais non, c'est la grande Thérèse. Au monde, évidemment, qui n'est pas catholique, qui n'imagine pas les richesses de connaissances féminines et en général sur la vie intérieure que Thérèse nous montre dans ses livres, et puis à cette culture européenne dont je suis persuadée qu'elle est un carrefour extraordinaire entre la pensée grecque, la Bible et le catholicisme, et qu'il incombe à nous, les non-croyants, de faire admettre cela et de soutenir cette richesse de la culture européenne. C'est ça aussi, je crois, qui est assez intéressant dans la démarche, c'est que vous, une non-croyante, est autant embrasser, j'allais dire, Thérèse. Il y a eu d'autres femmes remarquables dont vous nous avez parlé avant. Hannah Arendt, Mélanie Klein, Colette, vraiment des figures très, très différentes de Thérèse d'Avila. Et d'un seul coup, cet amour incroyable pour Thérèse, mais qui rejaillit dans chaque ligne. Je voudrais juste vous citer, pour ceux qui l'ont à la maison, c'est chez Fayard, donc, et c'est page 40. Je voudrais juste vous citer cette déclaration d'amour qui va vous rappeler quelque chose, j'en suis sûre. Ça commence... Je vous salue Thérèse, oui. Femme sans frontières, physique érotique, hystérique, épileptique, qui se fait verbe, qui se fait chair, qui se défait en soi, hors de soi, flot d'images sans tableau, tumulte de paroles, cascade d'éclosions converties en langue, à l'écoute de qui, de quoi, écoute le temps gravé, tympan, gorge, cri, écrit, nuit et lumière, trop de corps et sans corps, hors matière, matrice vide, béante, palpitante, pour l'aimer, toujours présent sans être jamais là. Mais il y a être et être, il est en elle, elle en lui. Voilà, comme c'est une phrase sans fin, je vais m'arrêter là, mais c'est je vous salue Thérèse. Mais merci de cette lecture, parce que vous savez, il y a un projet de faire de ce livre, et plus particulièrement de la dernière partie qui est l'agonie de Thérèse, oui. Où elle se souvient de tous ceux qu'elle a rencontrés. Elle parlera aussi de ceux qu'elle n'a pas rencontrés, mais qui vont parler d'elle jusqu'à Edith Stein. Donc on a un projet de faire une pièce radiophonique, et on cherche une actrice Génial. Pour la lire. Et donc ça peut être vous. Oui, alors une actrice enceinte alors. Peut-être, ce sera bien. Tant que le projet se monte. Ouais. Non, mais il y a une parole. Et la parole, j'allais dire, c'est un peu votre arme de guerre, votre arme de déclaration aussi, dans tous vos métiers finalement.
Oui, bien sûr, je suis de formation linguiste, vous l'avez dit, j'essaye d'écrire aussi de la fiction et je trouve que Thérèse, c'était bien le moment de parler de la parole parce que c'est grâce à la parole qu'elle transcende son mal-être, qu'elle exprime son amour, qu'elle se pose comme femme et qu'elle devient sainte de l'Église en changeant l'ordre du Carmel. En le réformant, oui. Voilà. Parce que c'est la grande réformatrice. C'est une femme qui était très souffrante, qui avait un corps difficile, qui avait fait des crises que les neurologues aujourd'hui, qu'ils soient espagnols ou français, diagnostiquent comme des crises épileptiques et qui étaient sous-jacents à ces états seconds. Mais malgré tout cela, en 10 ans, elle va fonder 17 monastères. Et elle décrit d'ailleurs le mariage spirituel comme obras. Il faut créer, il faut faire des œuvres. Et soi-même, elle se décrit parfois dans sa correspondance, de manière un peu ironique, comme femme d'affaires. Mais cette femme d'affaires est une grande amoureuse et c'est une expérience tout à fait extraordinaire, qui est l'expérience mystique, mais qui évidemment a dans l'histoire du catholicisme plusieurs visages, qu'elle décline d'une manière très féminine et très spécifique, comme un amour de soi à un autre, on va dire le grand autre, qui est évidemment le Seigneur, mais qui est une figure masculine paternelle et qui va devenir aussi dans son expérience à la fois fraternelle, à travers Saint Jean de la Croix et Geronimo Gracián, qui va être son ami et son second un peu dans la fondation du Carmel, mais aussi un autre soi-même, une sorte de masculin féminin qu'elle va chercher au fond d'elle-même. D'ailleurs, on a dit, c'est Huysmans, je crois, de manière un peu caricaturale, mais cela veut dire ce que ça veut dire, qu'elle est le plus viril des moines. Mais en s'adressant à cet autre en soi, qui est son frère, son alter ego, son homme, et l'altérité humaine à laquelle elle s'adresse, elle finit par trouver le Christ au fond de soi-même, dans la 7e demeure. Et c'est cette immanentisation de l'altérité qui va beaucoup m'interroger et que je pense être le fondement de l'humanisme moderne. Donc, le catholicisme est notre ancêtre, à nous les Européens, et il n'y a pas d'humanisme moderne sans une transvaluation, c'est-à-dire sans la connaissance de l'histoire catholique et sans une façon que nous aurons à l'infini d'interpréter et d'adapter cela à la situation de la vie actuelle. Alors Julia Kristeva, puisque vous me tendez la perche, je vais la saisir. Vous parlez d'humanisme, c'est un terme et un discours même que vous avez tenu au moment des rencontres d'Assise en 2011. On a un extrait de vous en train de faire ce discours, un extrait assez court. J'aimerais qu'on l'écoute et qu'on revienne un moment sur votre participation à ces rencontres. Merci. On va l'écouter tout de suite. Mesdames et messieurs, l'ère du soupçon entre les religions et entre croyants et non-croyants, cette ère de soupçon ne suffit plus. Face aux crises et menaces aggravées, voici venue l'ère du pari. Osons parier sur le renouvellement continu des capacités des hommes et des femmes à croire et savoir ensemble, pour que dans le multivers bordé de vide, l'humanité puisse poursuivre longtemps son destin créatif. Voilà, c'était donc, je le rappelle, le 27 octobre 2011, aux Journées d'Assises. On vous appelle beaucoup au Parvis des Gentils aussi, vous y étiez. Oui, à la Sorbonne, avec Axel Kahn, l'année dernière. On a incarné les non-croyants. Oui, voilà, et maintenant le monde catholique, vous avez rencontré le pape l'année dernière, en 2011. Oui. Le monde catholique vous appelle, vous la non-croyante, mais qui analysez finalement si bien les choses et en profondeur surtout. Oui. Mais écoutez, moi j'étais très, très surprise et très honorée de cette invitation et de la parole qui m'a été donnée. Il y avait 10 représentants des diverses croyances. Moi j'étais la 10e, c'est-à-dire la non-croyante, et donc 9 autres personnes. J'étais la seule femme évidemment de tout cela. Et d'après ce que j'ai compris, le renouvellement de cet esprit d'assises s'est caractérisé en ceci que pour la première fois, on invite de non-croyants. Et j'étais la chef, entre guillemets, de cette délégation de 4 personnes, dans laquelle il y avait un professeur de philosophie italienne,
Enfin, la personne était italienne, mais la philosophie était allemande, il est spécialiste de Hegel. L'ancien directeur, président, je ne sais pas, du Parti communiste autrichien, qui maintenant s'occupe d'une association contre le capital qu'il faut moraliser, voilà, moraliser les banques, et un philosophe des médias aujourd'hui mexicain. Donc c'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Et vous? Et moi, voilà, moi la femme qui présente ça. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'était l'accueil qui nous a été offert par Benoît XVI. Qui a parlé, il se trouvait qu'il concluait, donc il devait parler après moi, et en parlant de la paix et de la vérité, il a dit quelque chose qui n'a pas été beaucoup commenté, mais que j'invite nos auditeurs à aller consulter sur le site d'Assise. Je suppose qu'ils trouveront le discours du pape. Il s'est adressé aux non-croyants. Et il a dit que nous sommes sans doute des gens souffrants parce que nous n'avons pas la vraie foi. C'est vrai ? Je ne pense pas, mais je pense que toute recherche de vérité comporte de la souffrance. À ce moment-là, mes collègues commençaient à être un peu inquiets, mais il a continué, et c'est ça qui fait que ce pape est extraordinaire et en effet un philosophe tout à fait actuel. Il s'est adressé aux croyants en disant qu'il faudrait nous prendre un exemple parce que personne n'est propriétaire de la vérité et que nous, en interrogeant la vérité, nous les non-croyants, nous faisons de la vérité non pas un absolu, mais un combat et un chemin. Et donc, si les croyants n'acceptent pas ce rapport à la vérité, on s'achemine vers la guerre. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, de tendre la main, non seulement de tendre la main, mais de reconnaître la pertinence de notre démarche. Et je crois que c'est unique dans le monde catholique. Est-ce que votre rencontre avec Thérèse d'Avila est une manière pour vous aussi d'interroger cette vérité, justement? Est-ce que par le biais de cette femme qui vous accompagne depuis plus de 10 ans, voilà, c'est une manière, une porte d'entrée pour vous pour interroger cette vérité? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous dire, le livre se termine par un dialogue entre la narratrice qui me représente et Diderot. Qui avait écrit La religieuse. Qui avait écrit La religieuse, et tout le monde sait que dans ce texte, qu'il n'a pas fini, il cible la foi comme une expérience dogmatique et qui conduit à différents abus. Et nous, les non-croyants, nous sommes les héritiers surtout de cette violence, de cette critique des abus. Et on les voit, d'ailleurs, j'ai fait une allusion tout à l'heure, jusqu'au Parlement et dans diverses interventions aujourd'hui, qui peuvent choquer parce que, non pas parce qu'ils ne disent pas de vérité, mais qu'en disant des vérités partielles, cette violence montre une ignorance. Et j'essaye de mon côté à remédier. J'essaie de remédier à cette ignorance. Donc Thérèse me permet de faire cela, parce que d'une part, son intérêt pour sa vie intérieure et la place de l'autre aimé à l'intérieur de cette vie amoureuse me paraît une question actuelle. Nous sommes la seule civilisation qui ne sait pas ce que c'est l'expérience maternelle. Nous avons les discours concernant la mère juive, par exemple, où on croit savoir ce que c'est la Vierge Marie. Mais la femme d'aujourd'hui, qui est une amante, qui est une femme professionnelle, qui se bat pour la contraception éventuellement et pour différentes formes de liberté, et qui en plus est une mère, qu'est-ce que l'amour maternel? Nous n'avons pas de discours contemporain pour cela. Mais figurez-vous, Thérèse parle aussi de l'amour de la mère qu'elle est en tant qu'adoptant ses filles et adoptant le monde auquel elle s'adresse. Et elle dit quelque chose qu'on va trouver chez Hannah Arendt, c'est-à-dire l'amour maternel consiste non pas seulement à jouir, comme elle le fait avec l'autre, mais à penser du point de vue de l'autre. C'est assez difficile. Ça veut dire de reconnaître l'altérité de quelqu'un qui est sorti de soi-même, qui n'est plus soi-même, mais qui est un autre. Donc ce souci de l'altérité qui consiste à placer cette altérité, de la respecter comme telle, mais en même temps de l'aimer en se donnant à elle, elle va décortiquer ça tout au long de son œuvre. Est-ce que c'est justement dans cette recherche, et pour cette recherche de l'altérité et de l'intériorité, que vous êtes devenu psychanalyste, justement ?
Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on devient analyste. Je pense que c'est un souci d'apprendre comment dans la langue, justement, se place le souci de l'autre, comment la langue peut exprimer l'amour de l'autre et comment par la langue on peut remédier aussi aux catastrophes de l'altérité, aux états psychosomatiques difficiles, etc. Mais ce que la psychanalyse nous apprend aussi, et ce qui est aussi au cœur de l'histoire de Thérèse, c'est que en parlant de la jouissance de la femme, parce que c'est une mystique qui, contrairement à d'autres, qui se sacrifie dans l'anéantisation de soi et dans la passion à mort, elle est d'une jubilation et d'une euphorie permanente. Elle est un corps aussi, un corps souffrant et un corps qui jouit, jouissant. Oui. Elle a parlé de sa souffrance, mais elle a osé parler aussi de sa jubilation. Et c'est pourquoi je pense qu'elle est une sainte baroque, et j'essaye d'accentuer beaucoup la place du baroque dans l'histoire de l'Europe, et comment le baroque est le précurseur des Lumières. Sans Thérèse, nous n'avons pas les femmes des Lumières. Nous n'avons pas, et je me décale là Diderot, qui caractérisait simplement l'humanisme par la violence contre les abus, mais il oubliait de dire, ce qu'il dit dans certains textes sur Thérèse, que dans la mystique, il n'y a pas que le déni du corps et les abus, il y a aussi l'invitation à jouir de tous ses sens et à aller de l'avant dans une rencontre euphorique à travers le langage. C'est intéressant de vous entendre parler du corps, surtout que vous êtes très engagée, Julia Kristeva, dans le monde du handicap, parce que votre fils David est concerné par ce monde du handicap et parce que vous vous sentez aussi vous concerné par l'humanité entière. Qu'est-ce que vous essayez de faire dans ce monde-là? Qu'est-ce que vous essayez de dire ou de faire ressortir? Dans le monde du handicap, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il n'y a pas de handicap en soi et que chaque personne est une personne. Là aussi, vous les catholiques, vous êtes un peu en avance, peut-être pas la communauté catholique, mais avec un penseur comme Duns Scott, qui dit que la vérité n'est pas absolue, qu'elle n'est pas dans l'idée, qu'elle n'est pas dans le corps, fut-il souffrant, mais dans cette personne-ci, dans cet être-là. Quand il extrait l'individu, la personne de la masse, eh bien, il nous invite à aller au-delà de la massification. Et le combat pour les personnes handicapées consiste à les considérer comme des singularités, comme des personnes, et de les accompagner comme telles. C'est ce que fait par exemple Simon de Sirène, qui est une association d'espération catholique et qui s'adresse aux personnes en tant que singularité. Et Thérèse est tout à fait dans cette optique-là, du singulier. Mais pour en revenir encore à elle, si vous permettez, et à la psychanalyse, elle est dans une revendication de quelque chose... pourquoi on ne considère pas que le catholicisme a beaucoup contribué? Et je pense que c'est le cas. C'est l'amour entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la place de la femme dans l'amour. Le catholicisme est considéré par mes amis non-croyants comme ayant évacué le corps féminin. La Vierge, évidemment, quelqu'un qui a conçu par l'oreille, etc. Mais on a oublié de dire que dans l'expérience mystique, et notamment dans celle de Thérèse, il y a une réhabilitation du corps féminin avec tous ses sens qui est unique au monde. Et dans la représentation de ce corps féminin, notamment par la peinture, nous arrivons à ouvrir une voie à la réhabilitation du corps sensible, notamment féminin, qui n'existe dans aucune autre culture. Donc, je vous dis, soyez fiers du fait et essayez, par quoi? Par l'analyse, par exemple, de la mystique, à commencer par le Cantique des Cantiques de la Bible, en passant par l'histoire du mysticisme féminin, en passant par Thérèse et jusqu'à Simone de Beauvoir, de voir comment cette partie du catholicisme ouvre la voie à une reconnaissance du couple comme fondement du pacte social et de la survie de l'espèce. C'est un grand chantier. Moi, je demandais récemment à des amis catholiques comme vous, je suppose, se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le mariage pour tous, etc. Fondons un forum sur la parentalité.
Et dans ce forum sur la parentalité, essayons de voir la place de l'homme, de la femme, de l'hétérosexualité, de la maternité, sans stigmatiser qui que ce soit, mais en creusant cette voie qui est une grande tradition du catholicisme. Il y a 2 grandes civilisations aujourd'hui qui nous parlent de l'amour et de la maternité. C'est la tradition biblique et la tradition chinoise. Et le catholicisme, dans cela, est un intermédiaire qui peut les rencontrer et qui peut ouvrir aussi aux nouvelles situations qui sont dictées par les progrès de la technique. Vous vous intéressez aux figures de femmes et aux figures de femmes fortes, celles qui ont fait changer les choses. Est-ce que dans la Bible, il y a une figure particulière qui vous intéresse, que ce soit Ancien Testament, Nouveau Testament? Est-ce qu'il y en a une figure qui vous intéressera assez pour travailler aussi sur cette figure? Alors, j'ai travaillé sur 2, en tout cas, sur Ruth la Moabite, qui est une étrangère et qui est à la base de la royauté de David. On dit que les D de David, qui veut dire faible aussi, qui veut dire étranger quelque part, c'est dû à ceci qu'il a une arrière-grand-mère étrangère et que l'étrangeté est intégrée dans la royauté biblique. Donc, Ruth la Moabite d'une part. Je rappelle que votre fils s'appelle David. Hein. Voilà, exactement. Et aussi la Soulamite, évidemment, parce que dans les Cantiques des Cantiques, l'auteur, qui est, paraît-il, David, peut-être, c'est une des hypothèses. En tout cas, apparemment Salomon, apparemment quelqu'un au 1er siècle avant Jésus-Christ, etc. En tout cas, il s'exprime par la voix d'une femme. C'est une femme qui parle, et là aussi, c'est quelque chose d'unique au monde. Thérèse dont on parlait, à cette époque-là, oui. Thérèse dont on parlait, vous avez dit c'est une amoureuse, c'est aussi une guerrière, une révoltée. Est-ce que la petite Julia Kristeva qui vivait en Bulgarie avait déjà tout ça en elle? Parce qu'aujourd'hui, j'en doute pas du tout. Hein. Amoureuse, guerrière, révoltée, j'en doute pas du tout. Mais est-ce que déjà petite, vous aviez ça en vous? Mais écoutez, c'est difficile, ça. Mon analyste et moi, comme analyste, on dira ça davantage. Dans mes romans, je raconte un peu ça. Mais j'avais un père qui était très croyant. Maman, au contraire, ayant fait des études de biologie, était plutôt darwinienne. Et à table, j'étais constamment révoltée. Et c'est moi qui traitais mon père de dinosaure et de ne comprenant rien à la vie normale, pour rencontrer la théologie une fois rentrée en civilisation, c'est-à-dire en France, et un peu grâce à Freud et grâce à Philippe Sollers, qui connaît mieux le catholicisme que moi. Mais j'étais une révoltée. Vous partagez votre vie au cas où les gens ne sont pas au courant. Voilà, je le dis, voilà. Et c'est-à-dire, papa était constamment critiqué par la fille-garçon révoltée que j'étais. Là, vous étiez fille-garçon. Voilà, parce que j'étais la première, donc ma sœur était plus du côté de maman, et nous allions au match de foot, et donc je partageais ces activités sportives du côté de mon père, donc je me révoltais beaucoup. Ceci dit, je n'ai jamais été une fugueuse, ni quelqu'un qui est passé à des attitudes révoltées excessives, mais ça s'est transformé en méditation, en interrogation. Je pense que la mise en question que le pape favorise comme accès à la liberté est la forme la plus adéquate de la révolte. C'est ce que j'essaye de dire d'ailleurs dans un dernier livre. Alors, on va accueillir notre second invité en plateau. Vous le connaissez forcément, hein. Il est directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, puis vous l'avez vu dans des chroniques télé, entendu dans des chroniques radio, mais figurez-vous que cet homme-là est également poète, et un bon poète en plus. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. La critique est unanime, et j'aimerais qu'on le reçoive en tant que poète sur ce plateau. Ça va être dur pour lui de faire un peu tomber la veste de journaliste. On va voir s'il y arrive ou pas. Je demande à Jean-Pierre Denis de bien vouloir venir nous rejoindre sur ce canapé rouge de VIP. À vos côtés, Julia Kristeva. Voilà, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors Jean-Pierre, avant qu'on parle de votre livre aux éditions Ad Solem, Manger parole, deuxième ouvrage de poésie, j'aimerais d'abord vous demander votre avis sur la première partie de cette émission. Et c'est vrai que ça passe vite, hein, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites parce que Julia Kristeva arrive à densifier sa parole. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement de ce qu'elle a pu dire? Écoutez, j'ai suivi depuis les coulisses, effectivement, et j'ai été très tenté de rentrer. Alors vous m'aviez dit d'attendre. Vous m'aviez dit d'attendre, donc j'ai attendu. Allez-y, vous êtes là. J'ai rangé mon frein, mais j'ai
j'ai été très tenté de rentrer. Je dirais pas seulement parce que je suis venu vous parler de poésie. Voilà, vous ne recevez ni Guillaume Apollinaire, ni Victor Hugo, ni. Ils n'ont pas voilà, pu venir. je suis un jeune poète, mais parce que en fait, j'étais frappé par un certain nombre de thèmes que vous avez abordés et qui sont des thèmes qui me préoccupent beaucoup, qui sont même en fait à l'origine même de mon propre travail. Et notamment, quand vous avez évoqué en passant, à propos de la figure de Thérèse d'Avila, la question de ces demeures intérieures. Et je me suis dit, il y a un jeu de miroir qui est très intéressant, en fait, qui est peut-être emblématique de notre époque. C'est-à-dire que vous êtes allé descendre avec Thérèse d'Avila, descendre de plus en plus profond à l'intérieur même. C'est un voyage intérieur aux profondeurs, c'est ça la pensée de Thérèse d'Avila, et c'est la métaphore qu'elle emploie. Et moi, en fait, je vois la condition de l'homme contemporain, de l'homme qui se bat, comme vous l'avez évoqué, contre les abus de la religion, contre cet homme qui se construit aussi en opposition avec l'héritage du christianisme. Je le vois comme la métaphore que j'emploierais, c'est celle au contraire du château qui est extérieur à l'être humain. Et finalement, depuis plusieurs siècles, on monte à l'assaut de ce château, qui est évidemment le château où dans notre imaginaire, on situe Dieu. Dieu serait à l'intérieur de cette forteresse et on monte à l'assaut de cette forteresse depuis des siècles, on se heurte à cette porte qui est une porte qui par définition est une porte fermée, et peut-être qu'à l'intérieur de cette forteresse il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on s'est trompé quelque part d'endroit, parce qu'en fait le lieu où ça se passe, et c'est ce que dit Thérèse d'Avila, je trouve, et c'est ce que vous avez évoqué, il me semble, le lieu où ça se passe, c'est au contraire à l'intérieur, dans cette démarche d'intériorité. Donc c'est un malentendu qui est absolument énorme, parce qu'il est constitutif de la modernité, d'une certaine façon, malentendu, entre d'un côté cet assaut mené contre rien, et de l'autre cette incapacité que nous avons à suivre le chemin de Thérèse d'Avila. Vous voulez réagir, Julia, à ce que vient de dire Jean-Pierre spécifiquement? Oui, alors on est là au fond de la théologie et de la rencontre entre théologie et, on va dire, psychanalyse ou phénoménologie ou philosophie, en tout cas la pensée qui s'est constituée comme sécularisation. Moi, je suis de ceux, et c'est pour cela que vous m'avez invité, qui considèrent qu'une coupure s'est produite avec cette tradition au XVIIIe siècle, et cette coupure est irréversible. Mais cette coupure peut conduire à deux choses. Soit au fait que nous ne sommes que des points d'un processus de commercialisation et d'automatisation de l'espèce qui passe par les SMS et qui se termine par la manipulation génétique, soit nous sommes des êtres parlants qui ont une expérience intérieure. Le château dont vous parlez. Autrement dit, que vous et moi, là, nous ne sommes pas des petits points, mais il y a des volumes qui nous constituent. Et ce volume, c'est le langage. Au commencement était le verbe, vous dites, et nous, linguistes, psychanalystes, nous considérons que c'est une spatialité, une infinie remodulation de notre existence qui se produit comment? Qui se produit grâce à la relation que j'ai à quelqu'un d'autre, donc à l'altérité, et qui passe par le lien qui unit le moi et l'autre. Et ce lien-là, nous l'appelons le transfert, vous l'appelez la foi. D'ailleurs, mon maître Bavénis, qui est un grand linguiste désormais décédé, s'est demandé comment s'appelle le lien qui fait que moi, je vous investis, vous, et que nous appelons l'amour, et que vous appellerez amour avec votre enfant. Mais le mot investir, dans les langues indo-européennes, vous savez comment ça se dit? Credo. Ah. Donc, et c'est la foi, mais c'est aussi le crédit dans les banques, et toutes les deux situations sont en difficulté en ce moment. Mais donc, c'est cette dimension-là que Thérèse explore, et c'est elle qui constitue les châteaux intérieurs. Et quand elle arrive au fond, ça ne veut pas dire que l'immanentisation de ce transcendantal fait que le transcendantal disparaît, mais en se déplaçant en moi, il fait que je ne suis plus un moi, un point qu'on va faire entrer dans une machine à calculer, à commercialiser ou à automatiser, mais je suis une expérience profonde qui peut me recréer, il peut recréer le monde aussi, parce qu'il recrée l'altérité. C'est le langage, c'est le sens. Le sens est constructible et déconstructible. Et donc, ce qui fait que quand elle va dans la 7e demeure, elle est éblouie, elle ne voit plus rien, parce qu'elle n'est pas moi, elle est exilée de moi,
Elle est dans un processus de constante recréation. Et c'est ça l'infini de sa foi. Ça, je pense, le catholicisme l'a peut-être exploré par la mystique et par la théologie dans sa plus grande complexité. Les sciences humaines en sont les héritières sans le savoir ou en le sachant, mais en coupant l'idée de l'institution, l'idée de l'au-delà, et en essayant de voir au microscope comment ça se passe tous les jours. Et donc, si nous pouvons garder cela, ce sera la force de l'Europe. C'est pourquoi je suis là, avec le pape et d'autres, ceux qui pensent qu'il faut sauver l'Europe. Thérèse et l'Europe, même combat. Moi, je pense qu'il faut sauver la parole aussi. C'est-à-dire Voilà. que, justement, je pense que la rupture que vous évoquez, qui est une rupture qui me semble à la fois dramatique et qui peut aussi, à certains égards, être féconde, c'est une rupture qui met l'Occident dans une crise extrêmement profonde. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose qui me trouble comme chrétien, mais je dirais au-delà, qui me trouble comme être humain, vraiment au sens non religieux donc, du terme, c'est que la parole, aujourd'hui, ne parle pas. Or, ne parle plus. Et quand je parle de la parole, évidemment, pour moi, comme chrétien, la parole, c'est la parole qui se donne à manger. Hein. C'est d'où le titre de mon livre, Manger parole. Autrement dit, c'est le Verbe de Dieu, enfin, c'est le Christ lui-même. Mais au-delà, c'est le fait qu'on est dans une crise culturelle, qui est une crise du langage, en fait, de l'Occident. Et vous avez évoqué tout à l'heure Emilio Benveniste. Je sais que vous avez préfacé ces dernières leçons, qui sont des leçons c'est absolument bouleversant. Parce que vous savez que en fait, ces dernières leçons sont un moment extrêmement dramatique de sa vie, puisque justement il a perdu la parole. Il ne va pas perdre la parole après. Il a perdu la parole juste après, très vite. Et il y a une phrase dans sa dernière leçon qui m'a plu beaucoup, qui me hante. Il dit la langue m'apparaît comme un paysage mouvant. Et je trouve cette phrase absolument merveilleuse, c'est-à-dire l'idée que la langue, la langue est pour lui quelque chose de vivant, quelque chose de fondamental vivant, c'est qu'elle est pour moi. J'aimerais qu'on l'entende, votre langue aussi. On va quand même parler poésie de ce livre en 4 chants et un envoi. 4 chants et un envoi. Et puisqu'on parle de parole, c'est drôle parce que je me rends compte que sur les 4 petites parties de poésie que j'ai sélectionnées, il y en a 2 qui parlent de la parole quand même. Il y a celle-ci, je ne sais pas si c'est celle que vous auriez sélectionnée, Jean-Pierre. Nous devenant étrangers, le récit qui situait l'homme s'est retiré en un non-lieu. Terre inconnue de nos cartes, continent désormais aboli où nul explorateur ne vient. Risquer son courage d'être, se mettre à l'écoute du vivant, entendre la voix du temps. Alors, je ne sais pas si j'aurais choisi celui-là, parce que quand on est l'auteur, on a du mal à choisir. Mais j'imagine, oui. Un Je sais que vous extrait, avez demandé un truc terrible, vous avez demandé d'en quelques-uns. choisir, c'est terrible. Je le sais, mais je voulais faire entendre à Julia aussi cette poésie, parce qu'une poésie, si ce n'est pas pour l'entendre, et en savourer la parole, justement, c'est plus de la poésie. Qu'est-ce que vous avez sélectionné Si on vous écoute, me permet juste une petite remarque, en fait, on a peur de la poésie aujourd'hui. Je me suis rendu compte de ça. La poésie fait peur. Vous dites on a peur. Robert Sabatier, qui était ici, qui est décédé cette année malheureusement, était venu ici en tempêtant, et pardon de le dire comme ça, mais en gueulant, il dit j'en ai marre, la poésie n'a plus la parole aujourd'hui, la poésie n'existe plus. Et vraiment, il était très en colère. Hein. Oui, alors au mieux, on se rassure en pensant que pour moi, la poésie, c'est comme une sorte de passe-temps. Bon, vous jouez au tennis ou vous écrivez de la poésie. Et en fait, évidemment, il ne s'agit pas de ça. En fait, on a peur de la poésie parce que la poésie touche au mystère même de la parole et que, malheureusement, dans les dernières décennies, les poètes eux-mêmes ont participé à la démolition de la langue, à la démolition, on va dire à la déconstruction, parce que peut-être que c'était une étape nécessaire d'ailleurs dans cette rupture. Ce n'est qu'un des épisodes de peut-être pour moi, de cette rupture que vous évoquez, qui est une rupture non seulement pour moi avec la religion, mais qui est une rupture avec les fondements même de notre héritage, la déconstruction. Et la poésie ne s'est pratiquement pas remise de ça et commence, je pense, à s'en remettre, parce que on a une poésie qui est tombée par terre, qui est en ruine.
et on a peur de la lire parce qu'on ne comprend pas de quoi elle nous parle. Mais justement, qu'est-ce qu'elle peut dire du monde, la poésie, aujourd'hui? Mais elle dit la vérité même du monde, elle cherche la vérité même du monde. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de vérité dans cette émission. Et non pas pour la posséder, on est bien d'accord, mais elle doit toucher à l'essentiel de ce qui fait l'humanité de l'homme. Sinon, à quoi sert-elle? Enfin, les recherches formelles, moi, ne m'intéressent absolument pas. Vous voulez bien nous livrer un extrait que vous avez sélectionné, vous, Jean-Pierre, si vous voulez bien. Donc je rappelle, Manger Parole, Jean-Pierre Denis, c'est chez Ad Solem. Qu'est-ce que vous avez pu sélectionner? J'en avais sélectionné plusieurs, donc je suis en train, en feuilletant, de me demander lequel je... En fait, ce livre est un peu une narration, en réalité, ce n'est pas un recueil de poèmes, c'est une narration. Et je vais donc révéler la fin, ce qui ne se fait pas en littérature, mais tant pis. C'est pas grave, on a parlé de la lettre à Diderot de Julia Kristeva, c'était aussi à la fin du livre. Voilà. Ça se fait, vous inquiétez pas. Une femme, qui la suivrait? Les maisons closes ont fermé. Un soleil neuf lave l'immondice. Elle porte une robe de deuil. À quoi bon le langage? Il est mort. Elle a entendu ces derniers mots. Mais la parole est une visitation, elle surgit à l'improviste. Quel compte comptez-vous rendre? Nous allions justement faire le bilan. Des pertes, beaucoup de pertes, peu de profit. Une femme, on l'avait perdue de vue. Elle court, elle crie. La parole, la parole, la parole. La parole. Et le silence, juste derrière, Bien sûr. pour mettre en valeur la parole. Qu'est-ce que la poésie a de nécessaire chez vous? Parce que c'est vrai qu'on a du mal. Moi, quand on m'a dit Jean-Pierre Denis est également poète, je suis tombée de ma chaise, honnêtement. Et je me suis dit, c'est fou ça, un journaliste qui brasse tellement l'actualité, ce qu'on appelle le show, des choses pas toujours très marrantes, des débats des fois compliqués. Julien en a évoqué certains. Et puis d'un seul coup, paf, on a l'impression d'être dans un autre monde avec le poète, mais peut-être pas finalement. Grégory Solari, qui est l'éditeur vous savez que Ad Solem, la maison d'édition, fête ses 20 ans, dit qu'il publie des auteurs chez qui la poésie est le prolongement de la pensée. Et je pense que c'est en grande partie vrai. Et en même temps, il s'agit d'autre chose. C'est-à-dire que je vous disais que ce n'est pas un passe-temps, évidemment, la poésie. La poésie n'a rien à dire, elle n'a rien à revendiquer, elle n'a aucun sens économique dans un monde saisi par l'économie. En cela, d'ailleurs, elle est complètement anticonformiste et révolutionnaire. Elle est juste absolument nécessaire. Je ne peux pas vivre sans écrire. J'écris tout le temps, dans le métro, debout. Si vous me donnez un mur, j'écrirai sur un mur si je n'ai pas une feuille de papier, parce que c'est simplement ma vie. Ça vous a tenté la poésie, Julia Kristeva, ou c'est pas du tout votre mode d'expression? Non, moi je suis de ceux qui feront partie de la déconstruction dont parlait notre ami Jean-Pierre. Voilà. Et je pense que après cette coupure dont je parlais au XVIIIe siècle, il y en a une autre qui s'est produite vers la fin du XIXe avec le symbolisme, avec le surréalisme et qui a creusé le verbe avec, pour ne pas les nommer, Mallarmé, Rimbaud, Breton, Aragon, Artaud, etc. Il y a eu toute une révolution du langage poétique qui a cassé la poésie flatteuse, la poésie dormeuse, la poésie charmante et qui a dit quelque chose que Thérèse dit d'ailleurs. On se considère comme en état de guerre quand on écrit de la poésie. On s'éclate, on fait partie, on touche à des choses indicibles, à des états limites de la personnalité. Et tout ça fait partie d'un moment explosif de l'Occident, mais ça donne des vérités sur des non-dits et sur des parties obscures de notre vie psychique. Le rêve, la violence, l'homosexualité, la bisexualité, la mort, etc. Et tout ça fait partie de notre héritage. Maintenant, le grand challenge, comme on dit en français, de la poésie, c'est de pouvoir conserver ce rythme, cette trépignation, cette convulsion, de ne pas la censurer et de pouvoir aussi la transmettre
transmettre par-delà les SMS et les facilités d'expression et les éléments de langage et tout ce qui va soit avec des clichés, soit avec une grande rapidité. Donc, vouloir faire de la poésie demande énormément de courage et d'invention. Ne pas se replier dans l'archaïsme, ne pas s'assoupir dans du convenu et tenir compte de ces pulsations de l'humain qu'on n'arrive pas à dire et que Thérèse essaye de toucher aussi. Alors, est-ce que ça peut se faire avec de la poésie ? Quelle poésie, quel type de rythme, quel type je dirais, de musique, quelle forme de narration aussi. Colette, à laquelle je me suis beaucoup intéressée, elle fait de la poésie dans de la prose. Heidegger, qui est un philosophe, fait beaucoup de poésie en méditant sur Hölderlin. Donc il y a tout un remaniement des genres qui fait que la vérité secrète, la vérité incandescente de l'humain, là où commence le recommencement, la créativité. Ce que j'entends dans le souci de Jean-Pierre, c'est de partir de ce que la vie actuelle nous impose comme convention et de recommencer quelque chose de nouveau, au-delà du journal, avec le journal, mais plus, et pour s'étonner soi-même et commencer à vivre une nouvelle vie d'interrogation chez celui auquel il s'adresse. Ça peut passer par différents genres, mais par moments, le piège de la poésie consiste à se retirer dans des archaïsmes que le moderne ne peut pas entendre. Ah, Jean-Pierre, vous êtes d'accord avec ça ? Mais si vous voulez, aujourd'hui, tout est par terre. Donc la poésie est par terre, la peinture est par terre, la musique est par terre, l'art est par terre. Parce que tout a été dit, on le dit souvent, mais tout a été surtout déconstruit. Et ma génération... Pas assez, pas tout à fait. Oh, je pense que tout a été... Ou pas comme il faut, donc jamais assez. Mais je pense qu'il fallait le faire. Hein. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je pense que cette étape-là, je ne suis pas en train de dire qu'on a eu tort de le faire. Je pense que simplement, on est dans cette phase où on ramasse, peut-être ma génération se trouve avec ces morceaux qui sont par terre. Et on commence à les ramasser, les uns après les autres, très modestement en réalité. Et on se demande ce qu'on peut en faire de neuf. Ce qu'on peut en faire de neuf, qui par ailleurs est quelque chose d'assez archaïque par bien des côtés, c'est-à-dire de retrouver quelque chose qui a toujours été là. Et on ramasse des morceaux. On ramasse des morceaux qui peuvent s'appeler le lyrisme, qui peuvent s'appeler le rythme. On ne peut pas ramasser l'alexandrin, par exemple. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment plus possible, de mon point de vue, aujourd'hui. Mais on ramasse des petits morceaux. On recommence à peindre. Voilà, on pensait que la peinture, c'était fini. On recommence à peindre. La poésie, la musique contemporaine, quand on s'intéresse à la musique contemporaine, c'est la même chose. On recommence timidement. On est dans une époque, en fait, de commencement de ce point de vue. Alors, Julia a dit quelque chose qui moi m'a beaucoup interpellée. Elle a dit, quand on écrit de la poésie, on est en état de siège. Oui, oui. Ah oui, alors je voulais vous faire réagir. Vous êtes en état de siège, quand vous écrivez de la poésie Oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est pas un passe-temps. Enfin, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de faire de la... J'allais dire, ne prenez pas péjorativement, mais de s'amuser à faire de la peinture à l'huile pour décrire un joli paysage. Non, non, c'est une histoire violente, effectivement. Il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre de la vie et de la mort, ou alors ce n'est pas de la poésie. Vous savez, il y a un mot de Thérèse qu'on n'a pas souligné pour l'instant et auquel je m'identifie beaucoup parce que c'est aussi mon expérience, historique, c'est le mot d'exil. Il s'agit de s'exiler de soi, de s'exiler de la tradition aussi, de s'exiler du langage pour les retrouver à nouveau. Et ce dépassement est, comme elle le dit, un état de guerre. C'est un état de guerre avec toutes les conventions, avec soi-même. Et si on n'a pas vécu ça, on ne peut pas rénover. Vous, en 1966, quand vous êtes arrivé en France, vous étiez en état de siège intérieur, alors ? Oui, en état d'abord de désarroi, parce que je ne savais pas en tant que jeune fille ce qui m'attendait, on est un peu porté par tout ça, et on se rend compte qu'il n'y a pas de possibilité, il ne faut pas, même s'il y en a, de revenir en arrière, et qu'il faut affronter de nouveaux obstacles et de réinventer son être à tout bout de champ. Il se trouvait que bientôt il devait y avoir mai 68, etc. Et ça passe par des errances, par des erreurs, mais c'est un recommencement perpétuel, et l'idée de se transcender me paraît être l'idée de l'exil permanent. Thérèse n'arrête pas de dire qu'elle s'exile vers le Seigneur, mais pas pour s'installer en lui. Et c'est pour ça que le pape m'a beaucoup intéressée. Il ne faut pas se considérer comme le propriétaire de la vérité et du lieu ou même du langage dans lequel on va s'installer. On est dans
le dépassement permanent. Une de mes héroïnes, j'écris pas de la poésie parce que je ne suis pas assez dans la langue française d'origine. Je n'ai pas les intonations de ce que votre enfant aura quand il naîtra dans le ventre de la mère déjà. Cette musique-là me manque et je ne serai pas aussi musicale dans le français pour faire de la poésie. Par contre, j'essaie d'écrire de la narration et une de mes héroïnes dit « je me voyage ». Et c'est cette idée de non seulement de voyager dans le monde, parce que c'est la globalisation et on vit aujourd'hui à Shanghai et demain à Stockholm, etc., mais de traverser ses propres frontières, d'être en état de guerre avec le soi-même, avec le même. Et pour s'altérer en permanence, ce changement permanent, je crois que c'est ça que le pape a salué dans la rencontre avec Assise. Il y a toutes les religions et il y a ceux qui croient qu'aucune n'a la vérité suprême, même si chacune croit qu'elle est, mais ne vous installez pas là-dedans, dit-il. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, parce que et le poète ne s'installe pas. Absolument. Il transcende, y compris les frontières des mots. Là, il jubile, hein, Jean-Pierre. Mais non, parce qu'en plus, je pense qu'évidemment, en particulier, ça ferait du bien à beaucoup de catholiques d'être convaincus de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois, je dis en plaisantant que vous êtes l'athée préféré des catholiques, mais il y a quelque chose d'un petit peu ambigu. C'est-à-dire, il pourrait y avoir l'idée que ça y est, elle n'est pas comme nous, mais elle pense comme nous, ça nous conforte dans ce que nous pensons. Et je pense que si on est dans cet état d'esprit... Si vous pensez tous comme moi, voilà. On sera des guerriers à n'en plus finir. Là, et voilà. Et je pense que si on s'installe dans cette idée... Ce serait les fantassins de Benoît XVI. Voilà, dans lesquels sont parfois les chrétiens, disant, oui. Bon, personne ne nous reconnaît, il y a enfin quelqu'un qui dit qu'on n'est pas complètement déphasé, etc. Ça fait du bien. Je pense qu'il ne s'agit pas de ça, je pense que ce serait un profond malentendu. Et quand je vous entends, je me dis que c'est une invitation aussi. Comment dire, c'est pas un hasard si finalement il y a 3 personnes qui ont bien parlé de Thérèse d'Avila. Je réfléchissais en venant à votre émission, je me dis qui a bien parlé de Thérèse d'Avila? 3 femmes. D'abord Thérèse d'Avila elle-même, puisqu'elle elle se met elle-même en scène, ce qui est quand même quelque chose de très fort. La deuxième personne, Claire Bretéché, en bande dessinée. Et la troisième personne, c'est vous. Ce que je veux dire, dans des registres, évidemment... Si vous permettez, je vais ajouter Edith Stein. On pourrait dire Edith Stein. Encore une femme. Oui, et on pourrait effectivement ajouter Edith Stein quand même, pour être tout à fait complet. Ce qui affaiblit ma démonstration, mais ne change quand même pas de nature. C'est-à-dire que et qui nous renvoie à des moments dramatiques que nous n'allons pas répéter de la même façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin, nous, pour accéder à Thérèse d'Avila, on a besoin de briser aussi l'image pieuse qu'on se fait de Thérèse d'Avila, voilà, et de se séparer de cette image à laquelle on est attaché de manière souvent assez superficielle, et de briser cette image pour trouver Thérèse d'Avila. C'est ce que vous faites. Voilà. Vous savez, ça me renvoie à un invité qui était venu ici, qui racontait un séjour dans un monastère alors qu'il raccrochait avec la religion catholique. Et la première chose que le moine qu'il a rencontré lui a dite, c'est « Tiens, prends ce crucifix ». Alors, très précautionneusement, il a pris le crucifix. Attention, c'est le crucifix. Il lui a dit, maintenant, tu le balances contre le mur. Et l'invité a dit, mais je ne peux pas faire ça. Il dit, oh, si tu peux. Ça n'est qu'un bout de bois. Tu peux y aller. Il faut te défaire de tes représentations. Le Christ, il n'est pas là. Il est bien ailleurs. Et donc, il l'a fait. Et c'est comme ça qu'il a renoué avec la foi. Bon, voilà, c'est de faire tomber ce que vous dites, les représentations. Dans le bouddhisme japonais, un aphorisme qui est de cet ordre-là et qui dit, si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Ah bon, d'accord, ça mérite d'être clair. On s'achemine sur la fin de l'émission. J'avais une question à vous poser à tous les deux, qui sera presque la même. Julia, si vous pouviez vous adresser à cette jeune femme qui débarque en France complètement déboussolée en 66, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui avec tout ce que vous avez compris et vécu? Quel message vous voudriez lui transmettre pour que ça se passe bien? Puis je vous poserai la même question, Jean-Pierre, mais plus au petit garçon que vous étiez à 7 ans. Ah mais la même, continue à te voyager. À te voyager. Ça, c'est vraiment une phrase qui vous porte toujours, en fait. Oui. N'arrête pas de t'exiler. Alors que la pauvre, elle était chancelante pourtant en arrivant. Non, mais elle a compris qu'il fallait faire entendre cela aux autres. Et il y a tellement de gens qui ne demandent que cela. Et on fait une confrérie de ceux qui s'exilent et donc qui... à bas l'immobilisme. Qui posent des questions en permanence. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous diriez au petit garçon que vous étiez et qui va avancer dans la vie? De 7 ans, je ne sais pas, mais de 10 ans. 10 ans, allez, 10 ans, j'ai commencé à écrire de la poésie à 10 ans. J'ai attendu 40 ans passés pour en publier. Et pour des raisons qui sont tout à fait valables. Enfin, ce n'était pas le moment d'en publier. D'accord. Et bien, je dirais ce que j'ai dit justement à mes enfants à ce propos. Laissez le temps à vos rêves de mûrir et vivez vos rêves. Mais ça se rejoint, non, ce que vous dites tous les deux là? Il y a des ponts qui vont... Mais mon fils dit quelque chose que je fais
dire par un personnage du livre. Je lui dis parfois mais David, tu rêves? Et il me dit je rêve donc je suis. C'est joli. C'est le cartésianisme revu et corrigé à la lumière de ce qu'on vient de dire. C'est très très joli. J'aimerais que Julia, je ne sais pas dans quel ordre ça, pose une question à Jean-Pierre, que Jean-Pierre pose une question à Julia, puisque voilà, on a la chance de se faire rencontrer un journaliste, une intellectuelle. Elle nous est très réclamée, elle va partir dans quelques minutes, donc il faut en profiter. Jean-Pierre, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres l'un et l'autre, c'est maintenant qu'il faut la poser. Jean-Pierre. Vous me prenez complètement à brûle-pourpoint. Ah, on n'a pas parlé de Jean Vanier. Ah, ben voilà, posez une question sur Jean Vanier. Je vous donne le truc carrément. Posez une question sur Jean Vanier. Je vous laisse la poser. D'accord, mais c'est vrai que vous avez rencontré Jean Vanier, alors peut-être dans le cadre de l'aide que vous vouliez apporter à votre fils David. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce grand bonhomme? Non, j'ai rencontré Jean... Mais du coup, je vais vous poser la question à ma manière. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est un saint? Jean Vanier. Ah, bah, c'est un peu la même question que moi. Mais bon, je ne sais pas trop ce que c'est un saint, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement attentif à autrui et il a réussi à faire quelque chose que la mairie de Paris ne sait pas faire. Donc c'est déjà un homme des temps modernes dont on a besoin. En tout cas, c'est une rencontre qui vous a marqué. Oui, en fait, nous avons pu mettre en question, en effet, chacun de nous-mêmes, nos propres approches du handicap et aussi la politique actuelle, mais aussi l'Église. On ne s'est donné aucune limite, aucune interdiction. Et c'est quelque chose d'extrêmement rare, je pense, pas seulement parmi les gens qui croient, mais surtout pour ceux qui ne croient pas et qui ont des certitudes. Et voilà, j'ai souvent envie de donner son livre à lire aux personnes qui, en politique, s'occupent des personnes handicapées. On m'a récemment demandé cela. Je dis, lisez Jean Vanier et notre correspondance. Mais en ce qui vous concerne, je ne sais pas quelle question on n'a plus le temps, Julia, de toute façon. Donc c'est la fin de l'émission. Sauvé par le Est-ce que vous voyagez dans le langage? Il ne s'agit que de ça. Voilà. Il ne s'agit que de ça, au fond. On l'offrira à Julia, votre livre. Donc, Mangez Parole, Ad Solem, Jean-Pierre Denis, un joli cadeau pour Noël. Et puis, il y a tous les livres également de Julia Kristeva. Mais si vous voulez un cadeau de poids pour Noël, Sainte-Thérèse d'Avila, Thérèse, mon amour, chez Fayard. Alors, que le poids ne vous fasse pas peur, parce qu'en fait, ça se lit très bien. Il n'y a aucun souci. Jusqu'à cette fameuse lettre à 10 € qui, moi, m'a fait sourire. Enfin, j'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup, Julia Kristeva. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Julia, pour la suite? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et moi, je souhaite que vous continuiez de vous voyager. Voilà, c'est ça. Jean-Pierre, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Souhaitez-moi la même chose. Beaucoup d'amour et beaucoup de poésie aussi dans vos vies, puis dans nos vies. Il faut que ça revienne, vous avez raison. Et merci de défendre cela avec vos généreuses petites forces, peut-être vos grandes forces. Je ne défends rien, là. Je ne défends rien. Le journalisme, c'est un combat. On défend des choses. En poésie, on ne défend rien. On se voyage. Ce sera vraiment la phrase que nous allons tous retenir. Merci à tous les deux et très bonne continuation. Merci à vous.